Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut Patrice, Salut. comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. Très, Ça très va? bien. Il y a un petit peu de soleil en Normandie, donc je profite Bon, un bah, peu. tant mieux, tant mieux. On a aussi un peu de soleil en Savoie, Ouais. donc c'est top. Je suis vraiment super content que tu viennes nous faire un petit coucou dans le smoothie. C'est une vraie chance à la fois pour moi d'échanger avec toi et puis pour les personnes qui écoutent les smoothies, c'est vraiment top. Et je commence toujours mon smoothie, Patrice, quand j'ai des invités, en leur demandant finalement de nous partager deux ou trois événements qui font quelles sont les personnes qu'elles sont aujourd'hui. Donc, et puis D'accord. comme ça, on va apprendre à te connaître aussi à travers ça. Mais est-ce que tu pourrais nous partager, voilà, deux, trois événements, deux, trois éléments qui font que tu es l'homme que tu es aujourd'hui? OK. Eh ben, écoute, je vais t'en donner deux. Le tout Ok, premier, il va peut-être te surprendre, mais c'est quand j'ai 14 ans. ok, Donc, c'est en 1974. Et c'est une conversation que j'ai avec mon père. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, j'habite à Lyon et mhm, je suis sollicité pour partir à Saint-Étienne après ok, avoir fait un essai là-bas. Et donc, mon père me convoque vraiment dans son bureau. J'avais un père qui m'a donné une éducation avec beaucoup de rigueur, tout ça. Donc, voilà. Et il me pose une seule question. Est-ce que tu veux vraiment faire du foot? Est-ce que tu veux vraiment être un footballeur professionnel? Et moi, depuis que je sais marcher, j'ai un ballon dans les pieds. Donc, évidemment que je dis oui. Et là, mon père, qui m'a toujours accompagné dans le dimanche matin au foot, quand j'étais gamin, bon, il a toujours accompagné ma passion. Sauf que là, on arrive à un moment où il fallait qu'il prenne une décision et surtout, lui, il voulait surtout que j'ai un métier entre les mains. Parce qu'à cette époque-là, l'école, pour moi, c'est pas quelque chose qui me passionnait. Alors, c'est pas que j'étais pas bon, mais j'étais bon simplement dans les matières qui m'intéressaient. ok. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. Et très souvent, j'étais bon quand j'avais un prof qui me donnait envie de le suivre, de l'écouter. Enfin, voilà, j'avais toujours dans ma motivation besoin de le faire pour quelqu'un ou de suivre quelqu'un. Euh, donc là, mon père me dit ça et il me dit, alors écoute, ok, mais par contre, je te laisse 2 ans. C'est-à-dire que si dans 2 ans, on me dit que tu peux pas être un joueur professionnel, ben, il a eu cette phrase qui est restée gravée à vie. Il m'a dit, sur l'estafette, mon père avait une entreprise de plomberie, de plomberie-zinguerie, couverture, chauffage. Et il m'a dit, ben, il y aura marqué garant de péripétie, tu seras plombier. Donc, à 14 ans, je pars avec ça. Et il me dit aussi, la seule chose que je veux jamais entendre de toi quand je serai dans une tribune, c'est que j'entende que tu es un feignant. Voilà. Donc, je pars de chez moi à 14 ans pour aller à Saint-Étienne. Au départ, j'habitais chez l'habitant. À l'époque, ça s'appelait, on était des cadets. Voilà. Et mon aventure, si tu veux, professionnelle, elle commence là. Alors, elle commence là dans la mesure où j'ai eu la chance d'avoir un père, des parents qui me laissent vivre ma passion. Alors certes, avec, à travers ce que je viens de te dire, beaucoup de pression quand même, Un vrai cadre, quoi, en tout parce cas. que Ouais. voilà, avec ça, moi j'ai été éduqué dans ces valeurs-là de travail, voilà, pas être un feignant. Moi j'ai eu une enfance très heureuse, mais quand j'allais pas à l'école, mon père il m'emmenait bosser avec lui, donc voilà. Donc je suis parti avec ça. Je te passe toutes les autres je vais dire le mot quand même connerie qu'il a pu me dire, mais qui étaient des vérités de l'époque où c'était sa façon de lui de voir un homme, tu vois, du style, un homme ça pleure jamais, un homme c'est, voilà, enfin bon, voilà. Donc moi je pars dans la vie avec ça, 14 ans, mais ma chance elle est là quand même. C'est-à-dire que malgré toute cette pression, euh, j'ai un- j'avais des parents qui m'ont donné la possibilité pratiquement d'arrêter l'école pour aller faire du foot. Même si, quand j'étais chez l'habitant, j'habitais chez le concierge d'un bahut dans lequel j'allais à l'école. Mais bon, voilà. Et c'est là où j'ai découvert donc euh, Saint-Étienne. Je suis parti là-bas et j'ai commencé. Pour moi, ma carrière, elle a commencé là.
avec Mm. cette chance d'avoir des parents qui me laissent vivre ça. Et si tu veux, dans l'éducation plus tard que j'ai pu donner à mes enfants, notamment avec mon fils, euh, je ne les ai jamais poussés dans les études, dans les choses comme ça. Moi, tout ce qui m'intéressait, c'est qu'ils aient une envie dans la vie, une passion dans la vie, et que moi, j'étais prêt à les accompagner, quelle que soit cette passion-là. Ça pouvait être dans le domaine artistique, dans le domaine sportif, voilà, parce que je pense que la vie, c'est ça. Et bon. Donc, je suis parti avec ça. Euh, et puis, donc là, j'ai fait une carrière de joueur. Je n'étais pas tombé parce que je ne voulais pas l'être. Et puis après, si tu veux, l'autre grand tournant de ma vie, euh, je vais te citer la saison 84. Je pense savoir Alors, pourquoi celle-ci. voilà. Alors, la première, parce que bon, j'ai fini meilleur buteur du championnat cette année-là. Bon, ça s'appelait l'AD1 à l'époque, donc en Ligue 1. Ça faisait 12 ans qu'un entraîneur, qu'un joueur n'avait pas été meilleur buteur, un joueur français n'avait pas été meilleur buteur du championnat. Et puis surtout, il s'est produit dans cette année-là un événement qui a changé ma vie, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan personnel. C'est que j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques à Los Angeles. Et que ça, ça reste la plus belle aventure de ma vie. Alors, ça peut paraître un petit peu paradoxal quand on est un footballeur, parce que j'ai vécu tellement de belles émotions à travers le foot, c'est ma passion, c'est ce que j'aime et tout. Mais les jeux, la découverte des jeux, sur le plan humain et sur le plan aussi sportif, puisqu'on a gagné la médaille, donc c'était l'objectif, ça a complètement changé ma perception de beaucoup de choses, à la fois dans l'exercice de mon métier, plus tard, donc d'entraîneur, et aussi sur le plan humain. En gros, j'ai pris conscience là-bas que nous, on était des assistés, nous, footballeurs, enfermés dans le microcosme du football, dans cette société, dans la société, dans notre but, voilà, avec tous les avantages qu'on pouvait avoir. Voilà. Et j'ai découvert au jeu un truc que je n'imaginais pas que ça pouvait représenter, quoi. Moi, alors, les jeux, ça m'intéressait, mais voilà, Guy Dru, enfin, les champions olympiques de l'époque, c'était Guy Dru, j'avais des noms, Colette Besson, Mimoun, voilà, des gens comme ça. Sur les jeux d'hiver, Jean-Claude Killy, Guy Périllat, voilà, c'était des noms qui me parlaient. Je me souviens avoir regardé leur performance, leur course, sans mesurer l'impact des jeux. Qu'est-ce que représentent les jeux? Et là-bas, alors il y a eu plusieurs étapes, on pourra peut-être le détailler après, voilà, mais il y a eu plusieurs étapes qui m'ont fait comprendre la plus grande compétition du monde, c'est ça, c'est les jeux. Et après, même si on ne peut pas mélanger, enfin, on ne devrait pas, mais de toute façon, c'est une obligation. Euh, c'est aussi sur le plan politique la vraie, comment je peux te dire ça? Si tu veux, la vraie raison des jeux, quand tu ne la connais pas, c'est une compétition sportive et basta. Mais ça va bien au-delà. Si tu veux, j'ai découvert là-bas aussi que, par exemple, moi, en tant que compétiteur, la phrase de Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer, je ne peux même pas la dire. Je ne peux même pas la comprendre. Elle n'existe pas. L'essentiel, c'est pour participer. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est gagner. Sauf que dans la genèse des jeux et tout, et le fait l'objectif de délocaliser les jeux dans différents pays, c'était pour promouvoir la paix dans le monde. Et tu prends conscience là-bas, quand tu es dans un village olympique, que tu vois tous ces pays, toutes ces nationalités, toutes ces cultures différentes, toutes ces religions différentes, être ensemble, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde. Alors à l'époque, en 84, il y avait déjà des choses qui se passaient dans le monde, mais la Russie était la Russie, la Yougoslavie était la Yougoslavie, il n'y avait pas ce démantèlement géopolitique qui existe aujourd'hui. Donc là, cette phrase, elle a un sens. Et par exemple, on a fait un tournoi de foot.
Voilà, les qualifications, c'était une semaine avant, par exemple, la cérémonie d'ouverture des Jeux. Et on n'a pas fait cette cérémonie-là. Au départ, ça ne nous a pas posé de problème. Sauf que quand je suis arrivé après dans la qualification, quand on s'est qualifié, qu'on est arrivé au jeu, au village olympique, et que j'ai vu ça, que j'ai pu aller au Coliseum et que j'ai pu voir Carl Lewis recevoir sa médaille, que j'ai pu voir Carl Lewis courir à 15 mètres de moi, tu vois, des trucs comme ça, c'est là où j'ai pris conscience que, où j'ai regretté de ne pas avoir fait cette cérémonie d'ouverture. Parce que tu as des athlètes qui vont au jeu, ils savent qu'ils vont avoir zéro médaille. Ils n'ont aucune Bien sûr, chance de bien sûr, gagner. bien sûr. Mais la fierté qu'ils ont de porter ce drapeau, d'être là pour représenter leur pays, d'être là pour... Tu vois, donc là, ça prend une dimension encore sur le plan humain qui, moi, enfin, m'a fait découvrir les Jeux et j'ai compris ce qu'étaient les Jeux olympiques. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en 2024, il y a les Jeux à Paris. Je suis estomaqué de voir tous les aspects négatifs qu'on peut dire sur déjà le fait que les Jeux soient à Paris. Ça, c'est très français de critiquer, ouais, on ne sera pas prêt, les machins, les machins. Et puis surtout, j'ai pas la sensation que tout le monde se rende bien compte de ce que c'est. Donc, voilà, si tu veux, ces deux dates-là, elles sont très importantes pour moi parce elles ont changé ma vie. Elles ont Mhm. changé au tout début avec mon père, il m'a donné la possibilité de faire ce que j'aime le plus au monde. Et puis en 84, le fait de découvrir ça, ça a changé pas mal de choses chez moi sur le plan humain et aussi sur la perception de, ouais, de ce que va être mon métier plus tard, de la façon aussi de l'appréhender. Mhm. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci Patrice déjà pour ces deux moments-là, ces deux dates qui sont en effet très fondatrices, on pourrait dire, du Patrice ado qui part de chez lui pour tenter l'aventure et commencer cette aventure professionnelle du football. Et puis plus tard, on va dire adulte avec ce titre de meilleur buteur, la sélection et puis ce voyage à Los Angeles dans le cadre des JO. On va revenir dessus. À chaque fois, je reviens d'abord sur le premier élément, puis on Ouais, bien élabore sûr. le second. Euh, excuse ma question très naïve au départ, mais donc tu nous dis, voilà, tu as grandi à Lyon. À l'époque, Saint-Étienne est déjà un très grand club. Lyon n'est pas un grand club. J'ai deux questions là-dessus. La première, c'est est-ce que ton papa suivait aussi le foot, était un fan de foot? Et ma deuxième, c'est question très naïve, mais c'est finalement, est-ce que ça a été, pour un petit Lyonnais, ça a été dur d'aller à Saint-Étienne? Est-ce que il y avait aucune discussion par rapport à ça, parce que justement, Saint-Étienne était un très grand club. Enfin, est-ce que ça joue ou pas dans ta réflexion de l'époque? Et est-ce que donc ton papa était lui-même un fan de foot ou d'autres personnes de ta famille? Alors, mon papa n'était pas du tout un fan de foot, Ok. il ne suivait pas ça. Mais par contre, il m'emmenait il était impliqué dans le petit club. J'habitais à un village qui s'appelait Irigny. Le club de foot, c'est la JS Irigny. Donc, comme il était un entrepreneur de ce village, tout ça, tout le monde se connaissait. Donc, il s'occupait du club. Il était un dirigeant bénévole qui amenait son fils. Donc, il m'emmenait partout en voiture. On allait faire des matchs. On était 4-5 dans la voiture. Donc, il a toujours été présent. Celui qui m'a vraiment euh, emmené voir du foot, c'était mon oncle qui m'emmenait voir tous les matchs de l'OL. Ok. J'étais un fou furieux de l'Olympique lyonnais. Je connais tout de l'Olympique lyonnais. Je pourrais même dire qu'étant gamin, c'était mon club. Et je ne connaissais pas du tout Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça n'existait même pas pour moi. Sauf que dans ma jeunesse, à l'époque, il y avait des concours de jeunes footballeurs, il y avait plein de choses comme ça. Lyon ne m'a jamais pris. Moi, je jouais dans un club à Irigny. Après, je suis allé au Cascol. C'est un des plus grands clubs pour les gamins. C'était avec une concurrence très directe avec l'OL. Donc, ma relation avec Lyon, elle était à la fois exceptionnelle parce que j'allais voir tous les matchs des pros En tant que petit supporter, quoi, en voilà. tant que voilà, supporter et comme un gamin qui. Voilà, quand je les voyais rentrer sur le terrain, ils avaient une façon de particulière de se présenter. Ils rentraient, puis ils se mettaient tout autour du rond central, ils saluaient. Enfin bon, il y avait un truc. Voilà. Donc j'avais ça. Et d'un autre côté, en tant que joueur, donc puis minime, tout ça, mon ennemi, c'était l'OL.
parce que chaque fois qu'on jouait contre l'OL, c'est toujours les pros qui jouent contre les autres, c'était la guerre, c'était tout ça. Donc voilà. Et ma déception, elle a été qu'ils ne m'ont jamais pris. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont jamais trouvé assez bon pour que je puisse rentrer, alors déjà intégrer l'OL, puis après un centre de formation. Donc, si tu veux, quand Saint-Etienne me convoque que je fasse un essai et qu'il veut que je vienne, moi j'y vais parce que c'est l'ouverture pour moi pour être ce que je veux être, c'est-à-dire un footballeur professionnel. Mais je ne connais pas Saint-Etienne. Et quand j'arrive là-bas, donc je vais voir un match et là, je suis. C'est un truc de fou. L'ambiance de Geoffroy Guichard, tout ça, Le c'est un chaudron. truc de fou. Mon premier match que je joue là-bas, je le joue en levé de rideau d'un match de Coupe d'Europe contre les Glasgow Rangers. Quand nous, les gamins, on rentre sur le terrain, euh, il y a déjà 20 000 mecs dans le stade. J'avais vu ça de ma vie. Et qui nous encouragent comme si on était des gros. Donc, et moi, je tombe évidemment amoureux de ce club. Je dis toujours que je suis un Stéphanois d'adoption. Et donc, voilà, c'est parti. Mais si tu veux, je ne connaissais pas du tout Saint-Etienne avant. Pour moi, c'est mon oncle qui m'a emmené voir l'OL et je suis même, il m'a même emmené la première fois que je suis allé à Paris. C'est mon oncle qui m'a emmené. Alors là, mon père est venu avec nous. On est allé au stade de Colombes pour voir une finale de Coupe de France Lyon-Rennes qu'on a perdu 1-0 avec un pénalty marqué par un mec qui s'appelait André Guy qui jouait chez nous avant. Tu vois, il n'était pas ça à Rennes. Donc, tu vois, donc c'était. Voilà, donc ça m'a vraiment pas posé tu vois, de problème, ça. Après, donc Mhm. j'ai fait. Je suis tombé un inconditionnel des Verts parce que, voilà, c'est. Quand on a vécu ça. Puis j'ai eu la chance, après, moi, dans toute ma jeunesse, de vivre tous de vivre tous les matchs de l'épopée européenne. Je les ai joués en Védrido, donc ça, c'est extraordinaire. Puis après, m'entraîner avec eux, puis après, voilà, c'était parti. Top. Merci, merci pour, déjà pour ces réponses. Tu nous disais tout à l'heure que lorsque tu étais élève, tu étais bon dans les matières où le prof te donnait envie d'être bon. Oui. Et que sinon, tu laissais un peu couler le truc. Est-ce que dans le foot, c'était un peu pareil avec les entraîneurs? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des entraîneurs qui arrivaient à plus te donner envie que d'autres, ou alors il n'y avait pas besoin parce que tu aimais tellement le foot que finalement, peu importe la relation affective, on pourrait dire que tu avais avec l'entraîneur, tu arrivais tout le temps à te donner à fond. Vers la fin de ma carrière, j'avais besoin enfin, j'arrivais à faire, comment te dire ça, à faire un petit peu le distinguo et d'avoir un peu des affinités avec les entraîneurs, d'apprécier plus ou moins certains entraîneurs. Mais quand j'ai commencé au début, ça, je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'était être pro, jouer. Et puis après, pour situer les choses dans le contexte, c'était pas du tout comme maintenant. Moi, si par exemple, je te parle de mes années auxerroises, bon, c'était Giroud, il faisait tout, le mec. Et puis à l'époque, c'était bah, tu fais comme ça et c'est pas autrement. Si tu es content, tu restes, tu n'es pas content, tu pars. C'était ça. Mais et toute la rigueur qu'il y avait là-dedans, moi, elle ne me gênait pas. On pouvait partir au vert, on pouvait faire des. Ça me gênait vraiment pas. C'est que plus tard, après, quand j'ai quitté Auxerre et puis que je suis allé dans d'autres clubs, par exemple à Nantes, que j'ai découvert le jeu à la nantaise avec un entraîneur Coco Chiodo qui était en avance sur les autres. Mais j'ai tout de suite vu en arrivant à Nantes que c'était pas pour moi. Moi, je n'avais pas cette culture-là, je n'avais pas été formé comme ça. Et à ce moment-là déjà, je me suis dit, si je veux réussir à Nantes, en fait, il faudrait désapprendre pour apprendre. C'est-à-dire oublier tout ce que j'ai fait avant, le statut que j'ai, pour pouvoir écouter ce que me dit ce mec, Coco Suodo, et pour Mhm. pouvoir faire un truc comme ça. Bon. Et ça, à Nantes, j'ai été blessé pendant 6 mois, donc les choses ne se sont pas passées très bien, mais c'est quelque chose qui m'a servi après comme entraîneur. Mais on en revient à l'éducation que j'ai eue. Moi, j'ai toujours respecté la hiérarchie, j'ai toujours respecté mes entraîneurs, et même quand ils étaient euh, pas terribles, quand j'avais pas trop d'affinité avec, j'avais ce respect de la fonction et très, très. Donc, ça ne me posait pas de problème. Alors après, plus j'évoluais et plus j'avais des entraîneurs différents,
ça ne m'empêchait pas d'analyser ce qui se passait. Mhm. Mais pas dans le sens où, tiens, je ferai comme lui, tout ça. Quand j'étais joueur, j'avais déjà décidé, je disais, voilà, moi, si j'ai une équipe, un jour, je la ferai jouer comme ça. Mais sans savoir que j'allais être entraîneur, j'avais juste ce questionnement-là et je me disais, voilà comment je la ferai jouer. Après, le truc, c'est, oui, d'accord, mais comment tu la fais jouer comme ça? Quels sont les outils qui vont te permettre? Comment tu transmets ça? Là, tu rentres vraiment dans le métier d'entraîneur. Donc, j'avais juste ça. Et concernant tous les entraîneurs que j'ai eus, euh, ce que je regardais surtout, c'était non pas ce qu'ils faisaient, mais surtout toutes les choses qui ne marchaient pas. C'est-à-dire que moi, j'étais un joueur, j'étais manager, et je voyais bien ce qui fonctionnait avec les joueurs ou ce qui ne fonctionnait pas avec les joueurs. Et j'essayais de tirer de différents entraîneurs les choses communes qui ne marchaient pas. Dans le management, hein, dans la relation, un truc comme ça, parce que chacun avait sa personnalité. J'ai connu Urbain, c'est dans l'acte pas pour rien. Le mec, il disait bonjour, il disait au revoir, et puis c'est tout ce que tu avais entendu de sa bouche dans la journée. Giroud, c'était différent. Coco Chiodo, lui, il te parlait, il te saoulait parce qu'il te parlait de foot sans arrêt. Donc, toi, chaque entraîneur avait sa façon de transmettre les messages et sa personnalité. Mais il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas à tous les coups dans le management, même si le management de l'époque était très, 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 très différent de celui d'aujourd'hui, parce qu'il y a des paramètres aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque. Ne serait-ce par exemple que les staffs. Moi, dans le staff, il y avait un entraîneur. Quand il y avait un adjoint, c'était bien. Un préparateur physique, j'ai commencé, ça commençait à peine. La vidéo, je t'en parle pas, il n'y en avait pas. Enfin, tu vois, il n'y avait pas tout ça. Donc, Mhm. Bien sûr, bien sûr. les mecs, en gros, ils faisaient tout. Ils faisaient tout. Et même moi, quand j'ai commencé à entraîner, j'étais l'adjoint d'un entraîneur. Il y avait un entraîneur gardien qui venait 2 fois par semaine entraîner le gardien et basta, c'est tout ce qu'il y avait. On faisait la préparation physique, on faisait tout. Donc aujourd'hui, c'est ce qui rend encore, alors, c'est ce qui rend encore plus difficile le métier d'entraîneur aujourd'hui, c'est que tu as des staffs complets, élargis, comme ça tu sais mieux que moi. Donc là, on est obligé de gérer, on est obligé de manager, mais plus il y a de monde, plus tu augmentes les possibilités d'avoir des problèmes ou des difficultés. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ben, aujourd'hui, 2 adjoints, 2 préparateurs physiques, un responsable data, un responsable vidéo, un entraîneur gardien, un team machin qui s'occupe de la presse, le staff médical, les kinés, enfin tout ça. Donc, T'as plus d'une équipe avant de de foot, gérer ton groupe finalement. de T'as plus d'une joueurs, équipe de foot dans le staff déjà. ben, ah oui. donc, donc, euh, donc, donc voilà. Mais pour en revenir à mes années joueurs, donc voilà, je m'intéressais surtout à ce qui ne fonctionnait pas, mais pas simplement vis-à-vis de moi. Parce que moi, il n'y avait pas beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas parce que j'étais tellement formaté et éduqué par mon père comme ça que bon, en gros, Tu faisais, ouais. ce qu'on me disait, mais globalement aussi, on était une génération de joueurs hein, à côté des joueurs d'aujourd'hui, on était des agneaux, nous. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de personnalité et tout ça, mais on était très, 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 très respectueux du club, de la hiérarchie, tu vois, de la fonction des gens qui nous encadraient. À quel moment, Patrice, tu as eu envie de concrètement de devenir entraîneur? Mais, écoute, c'est venu un petit peu par hasard. J'ai fait, vers la fin de ma carrière, je suis allé au Havre en tant que joker, donc je suis arrivé à Noël. Et là-bas, l'entraîneur s'appelait Pierre Monkowski. Et dans cette équipe du Havre, il y avait des joueurs d'expérience, Philippe Mahut, Jean-Christophe Tournel, Pierre Aubameyang, Delaunay, enfin voilà. Et moi, je faisais partie de ces joueurs-là parce que j'étais à la Fontaine. Voilà. Et j'aimais beaucoup la façon dont Pierre gérait ce groupe et surtout les relations qu'il avait avec nous, les anciens. Et donc, j'avais beaucoup de discussions avec lui. Mais c'est tout, je me sentais bien. Voilà. Ça allait pas plus loin. Jusqu'au jour où, quand j'ai arrêté ma carrière 2 ans après, il m'a téléphoné et il m'a dit, écoute, voilà. Donc lui, il était à Caen en Liga, il venait de descendre. Et il me dit, j'ai un problème avec mon adjoint, tout ça, je veux changer d'adjoint, est-ce que ça t'intéresse? Parce que moi,
à travers les discussions qu'on avait quand on était joueur, enfin voilà, il me dit qu'il me veut comme adjoint. Et là, je dis ouais, je me suis souvenu de ça, j'ai dit ouais, sans savoir ce que c'était. Et puis, je suis parti là-bas, puis j'ai commencé à passer mes diplômes. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier, à Pierre, en Ligue 2 à Caen, et on est remonté. Et voilà, donc, oui, c'est grâce à lui, je peux dire, si aujourd'hui je suis entraîneur. Et puis après, bon, il y a eu toute la suite avec des entraîneurs différents et tout ça. Mais ouais, c'est venu comme ça. Mais au départ, moi, je voulais être agent de joueur. Mais D'accord. j'avais une perception de l'agent de joueur qui est complètement utopique. C'est comme les mecs qui rêvent dans la vie, tu vois. Tu vois non, mais je te donne un autre exemple. Quand j'étais entraîneur, moi, je voulais que tout le monde m'aime. Tu vois, je disais, je serai l'entraîneur que j'ai jamais eu et je veux que tous mes joueurs m'aiment. Ouais, j'ai vite compris que ça, faut oublier, parce que là, c'est juste pas possible. Mais tu vois, des fois, tu pars avec des trucs, tu te dis, bon, Avec un peu c'est d'utopie. pas, ça va pas être possible, ça. Si tu changes pas, tu vas mourir. Euh, Donc, et comment tu l'as géré ça? C'est-à-dire que il y a, ok, il y a l'idée que j'en ai au départ, un peu utopique, un peu le rêve. Tiens, moi, tous mes joueurs vont m'aimer. Et puis finalement, tu te rends compte que, allez, sur ta vingtaine de joueurs, ou je sais pas à peu près les effectifs, mais t'en as 3, 4, 5, tu sens bien que le feeling passe pas ou qu'ils ne t'apprécient pas. Tu arrives tout de suite à faire une sorte de croix dessus, c'est quelque chose qui te touche. Comment tu gères ça, justement? au début, ça me touchait beaucoup, mais parce que je comprenais pas. Et puis après, tu es bien obligé, d'avancer, tu es bien obligé de faire les choses parce que tu es entraîneur, tu as une responsabilité. Voilà, moi j'étais à Caen, donc quand j'ai commencé en tant que numéro un, parce que quand on est adjoint, c'est encore autre chose. C'est un métier très difficile d'être adjoint, très 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 difficile, important et très difficile. Mais j'ai pu apprendre ça. Quand on passe numéro un, c'est autre chose. Là, on doit prendre des décisions. Bon. Donc, au bout d'un moment, il a fallu que je fasse un travail sur moi. C'est-à-dire, voilà, parce que je pense que pour entraîner ou pour manager, une des premières qualités qu'on doit avoir, c'est d'abord de bien se connaître soi. Quand je dis ça, ça veut dire c'est être conscient de ses qualités, être conscient aussi de ses défauts, et surtout être conscient qu'on a une personnalité et que cette personnalité, on ne peut pas la changer. On peut s'améliorer sur certains points, mais on est comme ça. Mais ça, au départ, je n'avais pas conscience de ça. Et une fois que j'ai, après beaucoup de souffrance, justement, par rapport au fait que je ne comprenais pas pourquoi on ne m'aimait pas, alors que j'avais l'impression de tout faire pour, et c'est là où tu rentres dans la complexité de la relation humaine. Quelquefois, tu penses faire des choses qui sont super pour les mecs, et puis en face de toi, le retour que tu as, bah, ouais, c'est presque, on te dit, bah, c'est normal, ou ça n'a pas tu vois, ça n'a pas la portée que toi, tu escomptais. Donc, il y a quelquefois dans la relation humaine beaucoup de satisfaction et de plaisir. Il y a aussi beaucoup de déception. Mais donc, si tu es si tu ne prends pas conscience de ça, bah, tu exploses, tu meurs. Et puis après, là, on en revient aussi à la compétition. Quand tu es entraîneur, tu as une responsabilité, c'est de ou maintenir l'équipe, ou faire monter l'équipe. Donc voilà, et moi je pars aussi toujours du postulat que rien ni personne n'est plus important que le club. Donc à un moment donné, euh, c'est ça mon taf, moi. C'est faire en sorte que l'équipe se maintienne parce que derrière, il y a des administratifs, il y a des gens, il y a tout ça, il y a un club. Voilà, au-delà de l'aspect sportif, tu as une responsabilité. Ça ne veut pas dire que tu dois te considérer comme entraîneur comme la personne la plus importante du club, non. Mais dans le foot professionnel, la locomotive, celle qui permet à la formation d'exister, c'est l'équipe première. Et là, tu en reviens au truc, il y a plein de gens qui essaient de m'expliquer autre chose, mais ça, je ne comprends pas. Ben, quand tu es entraîneur, tu gagnes les matchs ou tu ne les gagnes pas. Hein. Pour moi, c'est la seule vérité. Après, tous ceux il y en a qui essayent de m'endormir, oui, mais le jeu, le plan de jeu, le machin, la possession, possession, pas possession, tu gagnes les matchs ou tu ne les gagnes pas. Parce qu'à l'arrivée, à la fin, tu as un club qui descend, des gens qui perdent leur emploi, ça a un impact sur la ville, sur tout.
Donc voilà, donc il faut s'armer pour ça. Et puis après, il faut aussi apprendre à, faut apprendre à déléguer, donc il faut apprendre à faire des trucs. Moi, ce que je ne savais pas faire au départ, je t'ai parlé de mon éducation au début. Quand j'ai commencé à entraîner, je pensais qu'il fallait asseoir une autorité tout de suite et tous les jours. Tu vois, donc je faisais, mais il faut surtout pas faire ça, c'est nul, ça sert à rien. Donc faut apprendre à déléguer, faut apprendre à faire confiance. Bon, au début, je ne savais pas faire ça. Et puis en plus, moi, je connais un peu le monde du foot, tous les entraîneurs ils sont un peu parano. Donc, euh, donc, euh, si tu prends pas conscience de ça et si tu vas pas chercher de l'aide à l'extérieur, alors peut-être certains l'ont comme ça, moi j'ai éprouvé le besoin à un moment donné d'aller à l'extérieur, donc voir des gens qui travaillent dans le monde de l'entreprise, par exemple, pour dire voilà comment je fonctionne, donc expliquer mon management. En gros, ma question, c'est bien ou c'est pas bien. Alors, Donnez-moi un regard là-dessus, quoi, un retour. ah oui. Et puis là tu as un mec qui m'a expliqué, qui m'a dit, je ne vais pas te dire que c'est pas bien. Je lui dis, mais par contre, il m'expliquait, si tu continues comme ça, tu vas exploser. Et puis, il m'a montré, alors, sur des, 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 des trucs tout simples. Hein. Il m'a dit, voilà, toi, tu t'occupes de tout. Je vais te donner deux exemples. Il m'a dit, toi, tu es entraîneur, c'est comme si tu étais un chef d'orchestre. D'accord. Donc, tu as tous les musiciens devant toi. Donc, tu es entraîneur, tu as tous les jours devant toi. Si le mec au violon, il joue pas bien sa partition et ça va pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu es chef d'orchestre, tu vas à la place du violon et tu joues. Et là, le violon, il est super. Il dit, mais le problème, c'est que pendant que tu es là au violon, il n'y a plus de chef d'orchestre. Il dit, tu ne peux pas remplacer. Et puis, si tu fonctionnes comme ça, et si tu donnes l'habitude à tes joueurs de résoudre tous les problèmes, ben, quand ils ont un problème sur le terrain, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se tournent tous vers le banc, puis ils te disent, puis maintenant, comment on fait? Donc, juste ces deux choses-là, c'était juste me faire comprendre que je ne pouvais pas être partout. Et qu'en étant partout, ben, en fait, j'étais partout et nulle part. Et puis que je dépensais une énergie de fou sur des trucs qui étaient finalement pas si importants que ça. Donc, il m'a appris à concentrer mon énergie sur les choses qui sont importantes. Et après, la vigilance qu'on devait apporter ailleurs, là, tu as un staff pour le faire, toi, tu peux mettre en place des choses. Mais le fait qu'il me dise ça, moi, j'ai commencé à mieux dormir la nuit parce que je ne m'occupais pas de savoir si les mecs avaient bouffé, les mecs étaient sortis ou pas. Tu vois, tous les jeudis, il y a une soirée étudiant, là, le jeudi. Donc, moi, je me rappelle, je ne vais pas dire que je faisais comme Giroud, je prenais la voiture pour voir si les mecs sortaient, mais je ne dormais pas. Je disais, putain, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Donc, tu vois, c'est des, petits, c'est des petites choses comme ça voilà, qui m'ont surtout permis de prendre conscience que quand tu as un poste à responsabilité, que tu dois manager des gens, tu ne peux pas tout faire tout seul. Et les premières personnes que tu manages, donc, c'est ton staff. Parce que eux vont aussi pouvoir t'aider, c'est eux vont être en prise directe aussi avec les joueurs, et voilà. Mais donc, il a fallu que je m'endurcisse un petit peu si on revient au départ de ta question sur voilà, les joueurs qui ne m'aiment pas. Bon, voilà, c'était comme ça. Puis après, c'est un truc tout simple, hein, mathématique. Aujourd'hui, tu vas dans des vestiaires, tu es entraîneur, tu as 30 joueurs. Bon, tous les samedis ou tous les 3 jours, tu en prends 11 qui jouent, donc tu en mets 7 sur le banc. Donc sur les 7 sur le banc, le gardien de but, la doublure, il sait de toute façon qu'il va être doublure, donc il est content d'être là. Tu en as 3 qui sont contents d'être là, qui vont préparer le match comme s'ils jouaient. Les 3 autres, ils te font la gueule. Et les 12 autres qui ne jouent pas, ils vont mettre des cierges à l'église pour que l'équipe elle prenne une tôle. Parce qu'ils se disent, il a changé. C'est ça la vérité. Donc, tu es constamment. Donc, de toute façon, il y a des mecs qui t'aiment pas. Hein. C'est sûr qu'il y a des mecs. Donc, et c'est pour ça que aussi, je te rappelle, au début, je t'ai dit, moi, je voulais asseoir une autorité tout de suite, machin, machin. Quand tu fais comme ça, bah, tu vas vers le conflit. Ça génère du conflit. Ça ne veut pas dire que moi, je cherchais le conflit en permanence, mais ça veut dire que les autres en face, ils reçoivent un message. Ils se disent, mais c'est là, attends, c'est bon. Donc, et le conflit n'est pas une source de performance durable. Tu ne peux pas être en conflit tout le temps. Donc, tu es bien obligé de t'adapter, d'avoir un management. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exigence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tout ça, mais tu dois aussi
parce que tu dois mettre un climat de bien-être, de sérénité, un relationnel qui va faire que les gens vont fonctionner. Et puis, tu, tu, tu peux pas entraîner ou manager si tu aimes pas tes joueurs ou si tu aimes, si tu es dirigeant d'entreprise, tu peux pas diriger une entreprise si tu n'aimes pas tes salariés. Donc, quelque part, tu es obligé il faut qu'il y ait une certaine empathie, il faut qu'il y ait de l'affectif aussi. Mais comme tu es dans un modèle de compétition, à un certain moment, ça ne doit plus rentrer en ligne de compte. Et là, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, le club est le plus important que tout le monde. Donc, tu as toujours ce paradoxe-là. Dans la relation humaine, tu dois mettre en place les choses pour que, alors, j'allais dire les joueurs, mais pour que les hommes, à un moment donné, fassent les choses. Parce que quand tu es à Caen, par exemple, tu sais que tu n'as pas la meilleure équipe, tu sais qu'il y a 80% des équipes qui te sont supérieures. Si à un moment donné, tu veux te maintenir en Ligue 1, tu es bien obligé de mettre en place quelque chose qui va faire que les hommes vont se sublimer, se surpasser et jouer à un niveau que peut-être eux-mêmes n'imaginaient pas. Ce n'est pas les joueurs qui vont le faire. Ça, c'est mon avis. C'est les hommes. Parce que les joueurs, ils connaissent leur niveau, ils savent qu'il y en a d'autres qui sont plus forts. Mais ce qui fait qu'il y a une réussite à un moment donné, c'est d'abord, dans un premier temps, la volonté des hommes de travailler ensemble. Ça, c'est la première des choses. Et après, je te disais que moi, si j'avais un prof toi, pour un prof, S'il te donnait pas envie ou s'il te donnait envie, ouais. j'apprenais, je faisais des trucs, voilà, j'étais bien. Ben, je pense que pour un entraîneur, c'est pareil. Il y a des joueurs qui, pour l'entraîneur, parce qu'ils ont une connexion avec l'entraîneur, vont faire des choses. Mais pas tous. Il y en a d'autres, leur motivation, elle va être autre. Mais c'est sur le plan humain et dans la sphère, j'allais dire privée, mais c'est pas ça, personnel, d'homme à homme, que tu vas arriver à leur faire faire des choses. Parce que ça, je crois profondément à ça. Donc, tout le management, en fait, il est basé sur la connaissance de soi et deux, la connaissance des hommes que tu as en face. Mhm. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, les gens arrivent à faire des choses qui vont bien au-delà de ce qu'ils auraient imaginé, tout ça. Alors après, il y a tout un, bon, tu connais ça, il y a des choses à mettre en place avec sa personnalité, avec tout ça, en tenant compte de l'environnement, un travail à faire avec le staff. Il faut avoir des relais à l'intérieur du groupe. Quelquefois, on ne les a pas. Quand je parle de relais, on parle de leader. Des fois, on n'a pas de leader. Il y a des cadres, mais un cadre, c'est pas forcément un leader. Un cadre chez nous, c'est le mec qui a 250 ou 300 matchs, mais c'est pas pour ça que c'est un leader. Donc quand il n'y a pas de leader, il faut en inventer. Et puis, des fois, il y a des gens qui ont des caractéristiques du leader, mais qui n'osent pas, qui n'y vont pas, qui sont freinés, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, on peut pas le découvrir ou l'apprendre simplement dans une relation entraîneur-entraîné. Par contre, on peut le découvrir dans une relation d'homme à homme, autour d'un café, dans une discussion complètement informelle, par l'observation. Euh, Par exemple, dans les stages, j'observe beaucoup tout ce qui est en dehors du terrain. Alors, ça va de comment, où ils s'assoient à table, est-ce qu'ils parlent, comment ils vont au buffet chercher à manger, leur démarche. Je les regarde jouer au tarot, je les regarde jouer au ping-pong. Tu vois, le mec à 20-20, celui qui joue pour pas perdre de points, ou celui qui attaque, tu joues au tarot, celui qui prend avec pas grand-chose, ou celui il prend que quand il a 3 ou 10. Donc, toutes ces caractéristiques-là, tu peux tu retrouves un peu du fonctionnement de l'homme, de la personnalité de l'homme, mais tu retrouves ça aussi sur le terrain. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais je reste persuadé que c'est vraiment la connaissance des hommes, de l'être humain, plus que du joueur, qui va faire qu'on va réussir à faire des choses. Mhm. Et aller loin avec une équipe. Euh, Tu nous as parlé aussi donc de l'olympisme et notamment à quel point, on va dire, l'année 84 avec les JO à Los Angeles t'ont marqué. Est-ce que tu arriverais à dire, encore une fois, moi c'est toujours facile de poser les questions, les réponses sont bien plus complexes, mais est-ce que tu arriverais à dire, Patrice, finalement,
Euh, quelle trace a laissé ou ont laissé les JO dans ton management, dans ta manière peut-être de voir ton métier d'entraîneur? Est-ce que tu penses que justement cet impact de 84, il s'est aussi ressenti dans ta manière d'entraîner, dans ta manière de connaître presque plus l'homme que le joueur ou pas? Ben, la première trace que ça a laissé, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que ouais, j'arrive là-bas et je découvre quelque chose qui va bien au-delà du sport. Et tout ce que je découvre, il a trait à l'humain, à la vie des gens, à leur culture, à leur religion, à leurs origines. Sauf que dans mon milieu du foot, moi, les JO, voilà, il y a la finale du 200, la finale du 400, enfin, voilà, tu comprends, je ne vais pas au-delà. Sauf que quand Hmm. tu es dedans, bah, tu comprends, tu dis, putain, c'est pas que du sport quand même. Donc, ça veut dire que ça m'a permis si tu veux, de ne pas m'arrêter comment je peux dire ça? De pas arrêter, de pas s'arrêter juste à ce que tu vois. Ok. Ouais, c'est-à-dire, quand je regarde une finale olympique avant d'avoir fait les JO, je regarde une finale olympique, c'est une course, Hmm. mais qui me procure pas plus d'émotion que si je vois ça s'appelle pas Grand Prix en athlétisme, mais le meeting de Monaco ou de Zurich où tu as les mêmes mecs qu'au JO et tout ça. Hmm. Sauf que depuis que je suis au JO, quand je regarde une finale olympique, je sais, j'imagine ce qu'il y a derrière, le travail qu'il y a eu, tout ça, et puis sur les différents concurrents qu'il y a. Donc, il y a des mecs qui font la course, ils n'ont plus de chance de gagner, même en finale. On sait que c'est pour 2-3, où ça va se jouer entre deux. Est-ce que le record olympique va être battu? Bon, voilà. Donc, ce que ça m'a amené, tout. En gros, c'est une ouverture vers le monde. Hmm. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on voit et si, il faut qu'on gratte un petit peu derrière pour savoir, voilà, mais on regarde ça, on regarde un spectacle, mais c'est qui les gens qui font le spectacle, d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire. Je vais te raconter une autre anecdote. J'ai eu la chance de rencontrer Alain Mimoun. Je crois que c'est Alain Mimoun. Hein, il faisait alors, je ne sais plus si c'est marathon ou Il semi-marathon. courait, ouais, ouais, il courait Bon. beaucoup. Je rencontre ce mec, il avait déjà 70 ans ou 60, voilà. Et il me parle des jeux, mais avec des yeux, les larmes aux yeux. Et il me parle surtout de sa rivalité avec Emile Zatopek. Emile Zatopek. Donc, c'était un Tchèque voilà. Donc, ces deux personnes-là ont passé 10 ans, 12 ans à être des concurrents, les deux meilleurs du monde, des concurrents sur cette discipline. Sauf qu'à un moment donné, Mimoud, il pleure. C'est son ami. C'est devenu son ami. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont rivales, ils ne se parlent même pas. À un moment donné, dans les courses, ils arrivent ensemble au stade, ils sont presque main dans la main parce qu'ils sont amis, ils sont potes, ils ont vécu des trucs. Ça ne les empêche pas d'être des concurrents. Et à la fin de leur carrière, voilà, il y a quelque chose entre eux qui est. Donc c'est ça les jeux. Les- les- Ce que j'ai découvert là-bas, c'est simplement ça. C'est cette ouverture les uns vers les autres. Et puis surtout, je dis ça par rapport au foot, parce que nous, au foot, on est dans notre bulle. On est formaté, on est assisté. Voilà, quand j'étais au centre de formation de Saint-Etienne, j'étais malade, je donnais la feuille de maladie, je ne savais pas remplir une feuille de maladie, je ne savais pas faire un chèque, je ne savais pas faire, mais on faisait tout. Il y avait les impôts, on avait rendez-vous dans la salle, le mec nous donnait les impôts, tu étais malade, tu montais, tu tapais, il y avait Justine, elle te prenait, elle envoyait tout à la sécu, tu ne savais même pas ce que c'était que la sécu, tu t'occupais de rien. Enfin, tu vois, tu es enfermé dans un truc là où, puis d'un coup, tu pars là-bas et tu dis, mais c'est quoi ça? Le sport prend une autre dimension. Puis même, alors ça, je l'ai pas, ce que je vais te dire, c'est pas là-bas, je l'ai découvert, mais j'ai regardé les jeux. Je dis la phrase de Pierre de Coubertin, il voulait tu vois, délocaliser les jeux pour promouvoir la paix dans le monde, mais il voulait associer le sport et l'art. Là, pour lui, le sport, c'était un art et tout ça. Bah, après, je réfléchis, j'ai dit,
qu'est-ce que tu as vu de plus beau, toi, mais de plus beau vraiment au sens propre du terme, dans ta vie de sportif? J'ai vu Carl Lewis. Carl Lewis, c'est ce que j'ai vu de plus beau dans le sport. Mais Carl Lewis arrivant au stade, Carl Lewis sur la piste, dans l'effort et tout, un mec d'une beauté incroyable. Pas d'une beauté, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais Ouais, bien sûr. Ouais. l'athlète, le charisme, c'est de l'art. Carl Lewis, quand il court, c'est de l'art. Donc, tu vois, après, quand tu as vécu ça, tu regardes un petit peu les choses, tu te dis, tu comprends plus, beaucoup plus de choses. Puis après, tu as aussi une chose qui m'a frappé après les Jeux, c'est que quand tu es sur place, tu les vis comme ça, donc on a pris conscience de tout ça, euh, y compris sur le fait qu'on ait gagné la médaille, parce que tous les joueurs ont pris conscience que de ce qu'étaient les Jeux quand on a vu Carl Lewis sur le podium. C'est-à-dire qu'on a dit, ah, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut être là. Et ça a changé. En venant, on faisait un tournoi de foot. Après, on est venu gagner les Jeux Olympiques en ayant une petite représentation, tu vois, de ce que c'était. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que je rentre et je vois une rétrospective de 2 heures sur les Jeux de Los Angeles. Et là, j'entends les commentaires des compétitions et les émotions que ça a généré à la télé. Et là, je dis, mais c'est extraordinaire. Nous, on était là-bas, on a vécu des émotions, mais les gens qui ont regardé ça, mais c'est quelque chose tu vois, de fantastique. Puis après, il te revient des trucs. Joseph Mamoun, qui a fait le 3000 steeple, le mec, avant d'aller faire sa finale, il est avec nous, on est avec lui. Il est au village olympique. Et d'un coup, il a un petit sac bleu Adidas, là, parce que voilà, elles sont survêtes. Et il monte dans la navette, il va au Coliseum, fait son échauffement, il fait sa médaille d'argent, et il revient. Donc tu te dis, toi, footballeur, on a gagné la médaille d'or. Tu vois tout ce qu'il peut y avoir autour. La festas, le machin, un truc de fou, on est ensemble. Et là, tu te dis, ce mec-là, je vois la course à la télé, j'écoute les commentaires, c'est un truc de fou ce qu'il a fait, c'est un truc de... Et puis tu te dis, mais les gens, ils savent que le mec, il est monté dans le car tout seul. Il est allé faire sa course, il y avait peut-être son entraîneur sur place, quoi. Mais là, voilà, c'est des extraterrestres, les mecs, ils vivent pas. Tu vois, la notion, la notion du sport, elle est différente, là. Nous, on est revenu avec la médaille d'or, mais lui, il est revenu avec la médaille d'argent. Ça faisait X années que ça n'avait pas été fait. Enfin, c'est un exploit. Je ne savais même pas ça, mais c'était un exploit. C'est retentissant ce qu'il a fait. Et donc, tu prends conscience tu vois, de choses comme ça. Donc, ça te fait. Voilà, la première chose que tu peux dire, c'est une ouverture sur un regard différent sur le Mm. sport et qui va quelquefois au-delà de la performance sportive. Ouais, clairement, clairement. En tout cas, ouais, c'est ce que tu nous partages. C'est ce que tu nous partages là. Il me reste deux questions. Mm. Deux questions courtes avec juste des réponses courtes sur des mots comme ça qui te viendraient. Si je te demande, donc par rapport à ce que tu as vécu en tant que joueur et entraîneur, on voit que quand tu étais joueur, tu étais aussi dans l'observation finalement de ce qu'apportait l'entraîneur, de ce qui ne fonctionnait pas, notamment, alors, peut-être plus avec les autres, mais en tout cas, Mm. tu étais sensible à ça. Si je te demande aujourd'hui trois ingrédients, selon toi, à mettre dans son smoothie d'entraîneur, tu mettrais quoi? À Trois mettre dans qualités quoi? dans le smoothie de l'entraîneur. Tu es un bon entraîneur, si tu dois mettre trois ingrédients, tu mettrais quoi? Bah, moi, je vais dire un truc, mais tout le monde va pas être d'accord avec ça. Pour moi, un bon entraîneur, c'est un entraîneur qui gagne. Parce que, alors attention, je parle d'un entraîneur, je parle pas de la formation, je parle pas de tout ça, mais un bon entraîneur, pour moi, un entraîneur qui gagne, c'est forcément un bon entraîneur. Ok. Voilà. Donc un entraîneur qui Après, sait aujourd'hui, motiver. euh, le bon entraîneur, c'est celui qui tire la
la quintessence de son effectif, qui tire le maximum de son effectif, avec, euh, avec un management, je veux dire, adapté. Alors, quand je dis adapté, en gros, on a beaucoup parlé de l'humain, des relations à l'humain, c'est que tu, tu, il faut que tu arrives à convaincre, le bon entraîneur, celui qui arrive à convaincre ses joueurs que les, les, l'idée qu'il a du foot, qu'il se fait du foot, il veut faire jouer son équipe comme ça, il faut que les joueurs soient convaincus que c'est aussi leur football à eux. Je ne sais pas si c'est bien dit là, ce que je suis en train de dire, mais tu vois, c'est-à-dire qu'entre les conceptions de l'entraîneur et les joueurs, il faut qu'il y ait cette espèce de... La partition, d'alignement. elle doit être Ouais, ouais. commune. Mhm. Tu vois, Ok, et les joueurs doivent se retrouver là-dedans. ok. Ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est ça le plus important. Et par exemple, tu prends le foot d'aujourd'hui, tu as des grands débats avec le jeu de possession et le jeu de transition. Voilà, donc la grande mode aujourd'hui, c'est faut faire 30 passes avant d'aller frapper au but. Enfin, voilà, c'est un truc qui me. Donc, quand tu es entraîneur, si tu arrives à emmener un groupe de joueurs à pratiquer le football que tu veux voir sur le terrain, bah, c'est une grande, grande qualité pour un entraîneur. Ça, c'est. Voilà. Mais il faut gagner parce que les amener à ça, les joueurs ils vont adhérer aussi que s'ils gagnent des matchs. Donc, tu es toujours tu vois, dans ce Dans truc-là. cette recherche aussi, ouais, dans cette recherche de résultats. Et puis, alors, moi, je vais en dire une qui est très, très, très personnelle, mais je trouve que pour moi, le foot, c'est d'abord de l'émotion. Et la vie, c'est une succession d'émotions. Donc, à travers le foot, à travers l'identité de ton équipe, à travers la façon dont tu l'as fait jouer, euh, pour moi, le bon entraîneur, c'est celui qui génère de l'émotion aux gens qui viennent voir jouer son équipe. Voilà. C'est-à-dire que quand l'équipe joue, il se passe quelque chose. Et alors, dans la vie, il y a les émotions négatives, les émotions positives et tout ça, mais en tout cas, quand, quand tu diriges une équipe, que cette équipe, elle transmet quelque chose, y compris quand elle perd, elle, et ben, je trouve que c'est une réussite pour l'entraîneur. Alors là, après, on peut parler d'identité de jeu, de façon, tous ces trucs-là, mais il se passe, il se passe quelque chose. Mhm. Ah, On ressent des choses. bon, ce sont des choses. Alors après, dans le foot, ça peut être tellement vaste parce que j'ai parlé du jeu de possession tu vois, ou des trucs comme ça. Il y a des gens qui prennent un pied pas possible à voir jouer une équipe qui a une possession de 75%, mais même si elle fait que 5 tirs dans le match, voilà, ils peuvent considérer ça de l'art. Bon, voilà. Moi, je préfère un football, même s'il y a du déchet, où il y a du rythme, où c'est vertical, où il y a des centres, où il y a des frappes, où ça presse, je préfère avoir un jeu agressif. Enfin, voilà, parce que ça me procure plus d'émotions. Et si tu veux, ça va aussi avec mes préférences quand je regarde les entraîneurs. Je préfère Mourinho et Klopp à Wenger, par exemple. Dans, 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 dans la posture, dans l'attitude, voilà, tout ça. Et même dans mes choix des joueurs que j'aime les joueurs imparfaits, les joueurs. J'adore Maradona. Maradona, c'est pas un exemple de. Mais j'aime les gens qui ont des faiblesses, qui ont des failles, mais qui ont qui dégagent aussi quelque chose, quoi. J'aimais Cruyff, j'aimais voilà, des gens comme ça. Donc, mon football, il ressemble aussi à ça. Euh, donc, voilà.
voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la Si, question, si, mais si, si, très clairement, très clairement. Ouais, ouais, si, si, j'ai les ingrédients pour toi d'un bon entraîneur, pardon. Donc ça, c'est parfait. Ma dernière question, Patrice, c'est si on a envie de te contacter, de voir un peu ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je crois que tu es pas mal présent sur LinkedIn. C'est peut-être là le plus ouais, simple. principalement LinkedIn et sur Facebook. OK? J'ai ouvert deux comptes pro. Écoute, ce que je fais en ce moment, ça me plaît beaucoup Ouais. Donc plutôt et conférence ces temps-ci. j'ai mis du temps à faire ça parce que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et pour être très honnête, je vais le dire comme ça, je suis guéri du foot. Alors, ça ne veut pas dire que j'aime pas le foot, je regarde tous les matchs et ça ne veut pas dire que j'ai pas encore envie d'entraîner. Mais quand je dis je suis guéri du foot, c'est que après mon intermède à Dijon, j'ai fait une grosse dépression pendant 6 mois. Mais alors, moi, je ne comprenais pas les gens qui faisaient des dépressions, les burn-out. Pour moi, ça n'existe pas. Enfin, bon, bref. Sauf que là, ben, j'ai été dedans. J'ai mis du temps à me rendre compte que je faisais ça. Mais une dépression parce que j'avais un manque psychologique et physique de la compétition, du vestiaire, des joueurs et tout ça. Aujourd'hui, j'ai plus ça, mais plus du tout. Euh, Ce qui fait que je peux repartir pour entraîner un club, mais en gros, c'est presque moi qui vais choisir, quoi. Mhm. J'ai envie d'entraîner un tel club, tel club, tel club en Ligue 1, et voilà, j'ai plus envie d'aller dans des clubs voilà, comme ça. Et ça m'a permis de mettre en place ce que j'ai en tête depuis longtemps, mais que j'arrivais pas à faire parce que je pouvais pas, tant que j'avais cette envie, ce besoin d'entraîner viscéral et tout, je pouvais pas me lancer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, j'ai monté une société où je fais, je suis consultant pour la radio, tous les matchs du Stade Malherbe. Donc Mhm. je fais dans tous les matchs, on fait 4 heures de direct et le lundi, on fait des émissions. Donc ça me plaît beaucoup. Ouais. Euh, Ça m'apporte aussi beaucoup. Je parlais d'ouverture parce que là, je suis du côté des journalistes et j'échange avec eux. Et donc voilà, moi, j'essaie d'apporter mon analyse d'entraîneur à ce que je vois et tout. Et c'est vachement intéressant de faire ça. Et puis aussi, à travers tout ce qu'on a évoqué, j'essaie de partager l'expérience que j'ai vécue en termes de management, à la fois dans la période où j'étais joueur, où j'ai été manager, et quand j'étais entraîneur, où c'est moi qui manageais les gens. Donc, je fais des conférences là-dessus, sur le management. En fait, c'est une conférence sur le management dans un contexte complexe, c'est-à-dire celui du foot. Et alors, j'explique pas comment il faut manager, j'explique surtout pour moi ce qu'est le management à partir de toutes les erreurs que j'ai faites. On en a OK. évoqué certaines. C'est-à-dire, en gros, je suis toujours dans mon truc, ça, faut pas faire. Parce que c'est sûr que c'est mort. Et puis après, donc, j'explique ça, et puis je parle de là, comment je manage un staff, comment je manage les joueurs, quels sont les éléments extérieurs qui peuvent perturber le management d'un entraîneur. Donc, on parle de la presse, des réseaux sociaux, de tout ça, de tout le monde d'aujourd'hui. Et puis, cette conférence aussi, je finis, parce que c'est ce que j'ai vécu, en disant que l'entraîneur ou le manager ou le chef d'entreprise, finalement, c'est celui qui doit donner de l'énergie à tout le monde, tout le temps. Mais il n'y a jamais personne qui se pose la question de savoir qui c'est qui lui donne de l'énergie à lui. Il n'y a jamais personne qui lui demande comment il va. Et que finalement, cette personne-là, c'est un homme seul. Donc ma conférence, toi, elle tourne autour de ça. Et je fais ça et après, on fait le parallèle avec le monde d'entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le monde de l'entreprise et le monde du sport professionnel. Alors, il y a des différences. Pour moi, la différence principale, elle est que nous, dans le foot, on doit manager des gens qui sont tous en concurrence entre eux. Mhm. Ça n'existe pas dans l'entreprise. Donc voilà, donc je fais ça, ça me plaît beaucoup. Et puis j'ai aussi, ça commence un petit peu, je commence à avoir des demandes avec des clubs de foot euh, amateurs. J'ai un président de club amateur qui me sollicite pour, voilà, soit pour une organisation générale du club, ou soit pour discuter avec les joueurs de l'équipe, les entraîneurs, trucs comme ça, parce que moi ça me plairait bien d'accompagner un entraîneur à travers l'expérience que j'ai. Voilà, donc
bon, je peux pas accompagner des entraîneurs de Ligue 1, des entraîneurs de Ligue 2, les mecs, ils ont, voilà, mais tu vois, des jeunes entraîneurs voilà, sur l'expérience que j'ai, Partager, être ouais, à pour côté. faire profiter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je fais ça et on peut donc me trouver sur LinkedIn et Facebook. Eh ben, super. Bah, écoute, un grand, grand merci, Patrice, pour ta générosité, pour les échanges. Je suis convaincu que ça plaira aux smoothers et aux smootheuses, comme je dis, aux personnes qui écoutent le smoothie. Donc, un très, très grand merci à toi et à très bientôt. Ok, bah, c'était un plaisir. J'adore. Super. Eh ben, plaisir partagé. À très bientôt, Patrice. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.